Ta première boîte, généralement, elle n'a aucun sens. Il ne faut pas monter un projet seul. Enfin, il ne faut pas, sur le premier projet, faire l'erreur classique de tout le monde de prendre un projet beaucoup trop ambitieux. Je suis CTO d'une fintech qui, potentiellement, dans quelques mois, sera officiellement confirmée en tant que banque. Quelqu'un va vouloir te donner de l'argent parce que tu résous un problème dans sa vie. Il faut essayer, dans tous les domaines, quand tu montes des boîtes, d'avoir juste le niveau minimum nécessaire pour identifier les bons profils à recruter sur ce rôle-là. Ouais. Et ça, c'est un détail que beaucoup d'entrepreneurs font. Ils pensent que même s'ils ne savent pas, ils peuvent le déléguer. Non, apprends à le faire un minimum et après délègue-le et tu économiseras ton argent au final. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui un plaisir de recevoir Maxence Cornet. Un plaisir de t'avoir, donc un ami lisboète et avec qui on a déjà fait un podcast sur une autre de mes entreprises, donc Boulinvest. Mais aujourd'hui, on va éviter d'axer uniquement sur la partie investissement qui était le sujet de cet autre podcast, mais plutôt on va parler plus largement de ce qu'on fait en général avec Grandir par l'entrepreneuriat, donc faire des contenus qui sont larges pour vous, avec des retours d'expérience et où toi, Maxence, tu pourras partager tout ce qui pourra te sembler être pertinent. Évidemment, je te ferai rebondir sur des sujets, sur d'autres, mais l'idée, c'est qu'on soit à la cool et qu'on échange en douceur, quoi. Parfait, avec plaisir. Donc, yes. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que évidemment, beaucoup vont te découvrir aujourd'hui, si tu devais te décrire, comment est-ce que tu te décrirais aujourd'hui ? Ok, du coup, moi, je suis un entrepreneur français qui a monté plusieurs business. Ces dernières années, très orienté fintech, donc généralement on me connaît plutôt par ce biais-là. Mais j'ai depuis mes 20 ans, j'ai monté des business dans plutôt le mentorat en ligne. J'ai monté des business dans les services de développement logiciel, dans le développement Web3, fintech et encore fintech. Donc que des business web. J'ai jamais fait de business physique. Mais voilà pour le parcours. Je me définis plus comme un entrepreneur que comme un profil technique, mais ma force principale sur tous les business que j'ai montés, c'était la partie technique. En gros, régulièrement, moi, je m'associe avec des gens. Il y a un seul projet que j'ai monté tout seul. Régulièrement, je m'associe avec des profils qui vont être plus orientés business ou des profils plus marketing, parce que là où je suis le meilleur, on va dire, c'est la partie opération, tech, ops tech, un peu de compliance, même si c'est pas ce qui m'amuse le plus, mais ces aspects-là. Toujours très opérationnel. Même dans la technique, je suis toujours très opérationnel. Donc généralement, ce que j'ai tendance à faire quand les projets que je monte ont une bonne croissance, c'est que je finis par prendre un head of engineering qui va être plus technique, plus se concentrer vraiment sur le développement des produits que je fais. Là où je vais passer un peu plus dans la partie vente très indirecte ou opération, tu vois. Ouais, donc au final, t'as un profil entrepreneur, mais entrepreneur qui, par les choses et par ton domaine de compétences, est allé dans la tech, mais où en fait, tu es malgré tout polyvalent dans le fond. Je suis assez polyvalent. En fait, il y a des choses mais comme tout le monde, je pense, il y a des choses où naturellement je vais être plus doué, des trucs où je vais être beaucoup moins doué naturellement, mais je pense que tu peux tout apprendre. Et tu vois de temps en temps ce genre d'entrepreneur qui veut tout faire tout seul et qui finit par être très correct, voire bon partout. Ou en tout cas, il va être bon dans plein de domaines, il va être très correct. Moi, je me suis très spécialisé sur ces dernières années, mais j'ai toujours essayé de faire un peu de tout. Donc, on va dire que, tu vois, en marketing, je vais être moins bon que ce que je vais être en technique. Mais effectivement, je me considère beaucoup plus comme un entrepreneur polyvalent, même aujourd'hui, que spécialisé. Mais c'est excellent, parce qu'en fait, moi, c'est la manière aussi dont je me vois. Je me sens pas, alors malgré que toi, tu as quand même une grosse expertise technique, mais je me vois pas comme un entrepreneur qui a une forte expertise à un endroit. Moi, je suis moyen un peu partout, je me débrouille un peu partout, mais du coup, ça me permet de jongler là où il y a besoin et trouver des personnes qui, pour le coup, vu que je maîtrise un minimum le sujet à chaque fois, sont plus compétentes que moi, et je pense que c'est ce que tu fais aujourd'hui. Ça, c'est super important ce que tu as dit. Effectivement, il faut essayer, dans tous les domaines, quand tu montes des boîtes, d'avoir juste le niveau minimum nécessaire pour identifier les bons profils à recruter sur ce rôle-là. Et il y a, tu vois, un truc, je recrute pas mal de gens dans les bootcamps de code, genre Le Wagon et tout, mais si tu regardes, alors je suis pas du tout affilié à Le Wagon, parce que ce que je vais dire, on va avoir l'impression, mais que je leur fais de la pub, mais par exemple, Le Wagon, tu as un taux anormal de succès de leur startup, si tu regardes leurs alumni. Et très souvent, si tu regardes, c'est des gens qui ont fait ceux qui ont réussi, et c'est toujours le même schéma, c'est école de commerce. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à trouver un co-founder technique, ou alors ils sont arnaqués quand ils bossent avec des agences parce qu'ils comprennent rien, etc. Finissent par faire une formation de code, genre au Wagon ou d'autres bootcamps, mais moi je connais bien l'histoire de Le Wagon. Et
quand ça commence à marcher, très rapidement, ils prennent un vrai technique, entre guillemets, à la place de ce qu'ils ont fait, où ils vont faire juste le MVP. Mais au moins, ils arrivent à parler, tu vois, avec ces profils techniques. Et c'est exactement ce qu'il faut. En fait, il faut avoir ce niveau partout. Tu vois, il faut que, en sales, en ads, en tout, tu arrives à avoir ce niveau minimum qui fait que tu es capable de comprendre ce que fait la personne et que tu sais le recruter. Sinon, tu es à la ramasse. Comment est-ce que tu veux évaluer un mec si tu connais rien à un aspect de ton business? Et ça a été, moi je me souviens quand j'ai commencé dans ma toute première marque, vraiment la toute première, c'était une marque e-commerce, je vendais des bracelets avec des messages inspirants et j'avais voulu passer par quelqu'un pour l'ADS, mais à cette époque j'y connaissais rien et bah, évidemment il s'est rien passé parce que je savais pas comment communiquer, ni ce que je devais savoir, ni en fait j'avais perdu de l'argent pour rien. Et ça c'est un détail que beaucoup d'entrepreneurs font, ils pensent que même s'ils savent pas, ils peuvent le déléguer. Non, apprends à le faire un minimum et après délègue-le et tu économiseras ton argent au final. Toujours faire un peu soi-même, au moins tenter pour comprendre. Alors évidemment tes perfs, tu vois, tu parlais d'ads, mais tes perfs des ads que tu vas faire intuitivement, ils vont être nuls généralement, à moins que tu aies un gros coup de bol, la chance existe. Clairement. Donc tu as une très très bonne intuition, mais même avec de l'intuition, tu vas avoir par l'expérience. Mais comme tu as essayé, tu vois exactement ce qu'il en est et tu sais mieux communiquer avec la personne qui va reprendre cette partie. Ouais. La communication, c'est ce que tu as tourné ta phrase sur la communication, mais c'est ça aussi. Quand tu maîtrises un tout petit peu un sujet, tu sais communiquer avec la personne qui. Exactement. Et c'est comme les relations humaines classiques. Hein. Oui. Voilà. Nos compagnes, on les a trouvées parce qu'on a été bons communicants. Et toi, je sais que tu as été très bon communicant là-dessus. Mais voilà, ça a été une succession d'étapes qui nous a permis d'avoir une communication entre un homme et une femme et qui a permis de connecter pour arriver à une relation telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est pareil dans le business. Oui, tu as raison. Ouais. Et je voulais rebondir aussi parce que dans ta présentation, je t'ai pas laissé non plus le temps de finir. En réalité, aujourd'hui, donc, tu es CTO d'une banque. Je suis CTO d'une fintech qui, potentiellement, dans quelques mois, sera officiellement confirmée en tant que banque. Mais ça, c'est aujourd'hui, à l'heure où le podcast est tourné, nécessite encore l'approbation du régulateur local au Portugal. Ok. Et ben c'est très bien de le préciser et ça on apprécie parce que voilà, une fintech, une banque, c'est pas la même chose. Et beaucoup de gens pensent que certains organismes qui font des choses similaires à des banques en ligne sont des banques, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout. Et je prends l'exemple de Revolut. Au début, c'était pas une banque. Ouais, Revolut c'est une banque depuis peu de temps, depuis relativement peu de temps. Et là ils sont en train. C'est pour ça que c'était pendant très longtemps un IBAN lituanien. Exactement, lituanien. Et depuis peu, là, si on ouvre un compte, alors je ne suis pas pour retail, mais pour un compte Revolut Business en France, tu as un IBAN français. Oui. Et comme tu le disais, la plupart ce que les gens pensent être des banques, tu vois, dans les fintech, généralement, elles ne le sont pas. Tu vois, si je prends l'exemple de la France et je réfléchis à, grosso modo, toute la vague de fintech que les gens utilisent, tu vois, j'avais cité Shine, Conto, tu en as énormément, Alan, etc. Tous ceux-là, généralement, sont des degrés avec des licences différentes de fintech, mais tu en as aucune que je viens de lister qui sont des banques. Bon, Shine a été racheté par Société Générale, alors ça change un peu la donne, mais grosso modo, tous ces noms, ce ne sont que des très belles fintech, mais ce sont des fintech, ils n'ont pas une licence de banque. Exactement. Une licence de banque, c'est effectivement très différent, parce que la réglementation est plus... le mot dur, il n'est pas adapté. La réglementation, en tout cas, est beaucoup plus présente, tu as beaucoup plus de degrés de reporting, tu as beaucoup plus de devoirs, en tout cas, en étant board member ou CTO, directeur d'une banque, que tu as en fintech. Moi, avant Rova, j'avais monté une fintech en France qui s'appelait Vibe. Et Vibe, c'était typiquement, on était une fintech avec une licence PSP, donc prestataire de paiement de services. C'est quand même un niveau de licence qui était donné par le régulateur local, la CPR, mais on va dire que c'est le premier niveau de licence, tu vois. Ouais. Grosso modo, tu peux ouvrir des comptes bancaires, tu peux avoir des cartes, mais tu peux pas faire de crédit, tu peux pas... donc, les fonds sont pas vraiment chez toi. En fait, tu vois, t'as un partenaire bancaire, une banque dépositaire, nous c'était Crédit Mutuel Arkea, et tes fonds de tes clients sont en fait chez Arkea. Parce que toi, tu peux pas manipuler des fonds avec ce niveau de licence. Donc voilà. Aujourd'hui, effectivement, Rova, on est au Portugal, on fait c'est des comptes bancaires pour les entreprises. Alors, ça avait commencé comme ça, maintenant c'est beaucoup plus large que ça, comme tu le sais. On s'occupe de tout pour les entreprises au Portugal, de la création de la société, au compte bancaire, aux facturations, expense management, y compris la partie compta et le crédit, si tout se passe bien. Mais là où je voulais en venir, c'était... Je vais rebondir en attendant, parce que là, du coup, tu as quand même pris un challenge assez costaud de te dire, OK, dans les faits,
tu as racheté une licence bancaire quelque part, que tu espères pouvoir être mis en place et validé pour pouvoir exploiter une activité de banking complètement, une vraie banque. Comment t'en es arrivé à te dire, OK, je fais ce challenge-là et j'en arrive, OK, à cette activité. Et là, quel est on va dire la roadmap quand tu fais et que tu prends ce pari d'aller racheter justement une banque? Ok, alors évidemment, tu commences pas à 20 ans à te dire je vais racheter une banque. C'est plutôt un truc que tu fais au bout de 10-15 ans d'expérience dans le milieu. Ouais. Mais en fait, ton point de départ, je pense que comme à peu près 90% des entrepreneurs, c'est de monter une startup qui s'est complètement cassé la gueule dans sa première ou sa deuxième année. Exactement. Qui est le point de départ de beaucoup d'entre nous. Ouais. Tu fais des erreurs, tu apprends des tonnes de choses. Ok, le product market fit, ça a un sens. Ok, être rentable, ça a un sens. Ok, essayer de faire du chiffre, ça a un sens. Ou manager une équipe, c'est pas si trivial que ça. Généralement, tu n'as même pas d'équipe dans ta première. Ta premier échec, tu as tes copains avec qui tu as monté la boîte. Éventuellement, si tu as levé des fonds, tu as peut-être un employé ou un alternant, mais que c'est tout, grosso modo. Donc la première, c'est tu te casses un peu la gueule comme ça. Tu montes généralement un deuxième projet. Et tout ce truc qu'on te dit, tu sais, c'est en tombant qu'on apprend à se relever, c'est véritable en entrepreneuriat. Je pense que tu le sais comme moi. Où à chaque gamelle, la boîte suivante que tu montes, généralement, tu vas beaucoup plus loin en termes d'étapes. Du coup, pour arriver à un projet comme aujourd'hui, tu vois, où je suis CTO d'une fintech d'une grosse taille, où tu vois, 70 employés, un chiffre d'affaires conséquent, où la boîte est assez importante, bah, il faut voir que derrière ça, il y a eu 3-4 gamelles avant, quoi. Ouais, des gamelles où, en fait, tu regardes en rétrospective maintenant, tu t'es dit, oui, ce que j'ai fait sur la première, c'était évident, quoi. Enfin, essayer de dégager 0 € de chiffre d'affaires avec 4 personnes qui bossent, c'est pas possible. Exactement. Et à chaque fois que tu regardes en arrière, tu te dis que les erreurs que tu as faites étaient évidentes. Donc c'est là où tu vois que tu as appris énormément sur l'entrepreneuriat. Carrément. Et donc, du coup, tu as eu ces échecs-là qui t'ont permis de te dire, OK, un jour, il y a ce challenge qui est arrivé. Et comment c'est arrivé Ouais. Il y a aussi un phénomène qui est que, tu vois, je monte une première boîte qui était une boîte de mentor en ligne. Ouais. La boîte existe toujours. Moi, j'avais revendu mes parts au bout de 2 ans. Donc, j'ai un peu exagéré quand je dis que ça se cassait la gueule. Disons que ça se passait pas bien du tout parce qu'il nous manquait plein de trucs. OK. Ça a été racheté par une personne qui est encore le détenteur à 100% aujourd'hui. Mais ça a été racheté pour presque rien. Donc, on peut dire c'était pas ce qu'on appelle un non, exit. c'est pas un exit. C'était pas du tout un exit. Non, vraiment pas. Ouais, c'est bien de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire c'est revendu. Bah oui, mais revendu, ça peut être revendu 5 000 balles comme ça peut être 500 millions. Ou revendu en liquidation. Enfin, tu as plein de cas possibles. Mais en montant ce business, j'avais commencé à rencontrer des gens, tu vois, sur l'écosystème parisien. Donc, c'était à l'époque de The Family, où j'avais fait beaucoup de freelance pour des startups de The Family. Puis, j'avais fini par rencontrer mon associé au sein de The Family avec qui on a monté Vibe, bien plus tard. Et en fait, tu as aussi toute cette évolution, ça se fait par rencontre. Tu te rends compte du champ des possibles parce que tu rencontres au sein surtout de ces écosystèmes d'entrepreneurs, tu rencontres des entrepreneurs qui ont fait des trucs beaucoup plus gros. Tu vois, tu rencontres, je sais pas, le promo de l'incubateur The Family cette année-là, c'était quelqu'un qui avait vendu sa boîte à 200 millions et qui avait fait un truc énorme. Tu commences à élargir ton champ des possibles. Tu rencontres aussi des gens qui ont plus d'expérience, qui ont fait le même parcours que toi, qui sont cassés la gueule 2-3 fois. Et c'est là où tu commences à avoir des projets beaucoup plus ambitieux. Tu vois, donc, moi, j'avais cette première boîte, puis Vibe. Vibe, c'était déjà pas mal en termes d'ambition. Tu vois, on avait levé 4,6 millions. On avait atteint 40 000 clients, ce qui est plutôt respectable pour une fintech. Exactement. Mais quand la boîte est tombée et que j'ai rencontré mon associé actuel, c'était encore un cran au-dessus, tu vois. C'est-à-dire que lui-même avait été CEO d'une licorne européenne. C'est-à-dire que chaque rencontre, je me suis aussi associé parce que moi j'avais grandi personnellement avec des gars qui étaient beaucoup plus, qui avaient un background beaucoup plus important dans l'entrepreneuriat. Et ça se fait aussi parce que tu t'es cassé la gueule ou ça n'a pas bien marché comme prévu, mais tu as appris tellement de choses sur un domaine en particulier. Donc moi, c'est sur la fintech que j'ai commencé à bien avoir une expertise particulière. Tu rencontres d'autres experts de ce domaine, ou comme tu rencontres un autre expert, tu identifies des niches aussi plus facilement. Tu vois, dans l'entrepreneuriat, beaucoup des règles du jeu, c'est d'identifier des niches dans un domaine où tu dis, OK, attends, il n'y a pas de logiciel bien pour la gestion des containers de fret. Tu vois, et ça, tu le sais que parce que tu as déjà créé des projets ou bossé dans ce domaine. Moi, c'était via la fintech qu'on avait repéré, OK, tu vois, le marché portugais, c'est 80% du produit intérieur brut, ça vient des petites et moyennes entreprises. Ils sont complètement sous-servis en termes de comptes bancaires pour les entreprises et crédits. Il faut absolument aller tacler ce problème, tu vois. Donc,
quand on parle d'entrepreneuriat, c'est vraiment un long parcours semé de chutes. Mais le but, c'est d'avoir appris, d'identifier des niches, de comprendre mieux à la fois dans quel secteur tu veux bosser, parce que tu as aussi ça, en vérité, quand au début, tu vas avoir tendance à... Ta première boîte, généralement, elle n'a aucun sens. Tu as une idée... J'avais bien aimé un des posts de Kevin, il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, c'est Kevin Dufresne, où il parlait de sa première idée, c'était d'utiliser Airbnb. En fait, c'était de craquer Airbnb. Ça m'a fait bien marrer. C'est typiquement l'idée que tu as, ta première idée. Beaucoup trop ambitieux. Tu comprends pas le scope. C'est hyper farfelu. Ouais. Ça répond à, grosso modo, à aucun besoin. C'est toi qui essaies de créer un besoin qui n'existe pas. Et quand tu avances beaucoup plus dans ton voyage en tant qu'entrepreneur, tu comprends que déjà, le point numéro 1, c'est de résoudre un besoin. Enfin, résoudre un problème pour quelqu'un. Ouais. Quelqu'un va vouloir te donner de l'argent, que ce soit un individu ou une société, parce que tu résous un problème dans sa vie. Ta première idée super farfelue, c'est toi qui crée un problème que tu essaies de résoudre. Enfin, c'est un classique. C'était pareil. La première société, c'était ça. Je pensais que j'allais résoudre les problèmes des gens par mon idée, alors qu'en fait, ils n'avaient pas réellement de problème. Mais... c'est ça, moi, pareil. Pareil, j'avais essayé de craquer le jeu du mentorat en ligne, mais je répondais aux problèmes de personne. Et donc après, on a pivoté, on avait fait un truc super classique, tu sais, genre truc de mentorat... marketplace à deux côtés. Ok, en fait, ça s'était fini comme ça. C'est un peu comme, tu vois, les trucs live mentor, ce genre de projet. Ok, carrément. Ça a fini comme ça. D'ailleurs, c'est toujours ce que c'est, comme je te disais, ça tourne encore 10 ans après. Mais, excellent. Mais en fait, aussi, il y a ça, c'est que tu commences sur un projet complètement farfelu, tu comprends la réalité du monde et que les gens, ils veulent pas. Et tu finis par pivoter sur un truc beaucoup plus commun. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens, et il est bon de le dire, beaucoup de gens, quand je dis gens entrepreneurs qui commencent, ont du mal à pivoter. C'est-à-dire que tu es souvent dans ton premier projet, on a besoin peut-être de faire l'erreur, mais c'est bien aussi de dire qu'on peut éviter cette erreur trop longtemps. C'est qu'on a besoin de pivoter, prendre du recul et se dire que, ok, est-ce que ici je réponds bien à quelque chose ou est-ce que je reste borné? Parce qu'à ce moment-là, on est borné et têtu, on pense avoir la science infuse et savoir. Enfin, tu vois, on a cet ego qui se développe parce qu'on fait. Et en fait, on reste souvent borné sur le fait que ça va marcher. Et moi, je me souviens que les premiers projets, je prends l'exemple du e-commerce, le premier e-commerce que j'ai voulu lancer, j'ai dépensé, je crois, 6 000 balles de pub. Je laissais activer ma campagne en me disant, elle va devenir rentable. Et ouais, en plus, il faut rappeler probablement que quand tu es au tout début, en plus, ça doit être 6 000 balles qui, genre, sont énormes. C'est genre la totalité de ton budget pour toute ta boîte. C'est-à-dire que je me suis endetté sur pas mal de temps. C'est ce genre d'erreur, c'est là. En plus, c'est des zéros où tu mets à ce moment-là énormément d'argent, tu t'accroches à l'idée pendant 2 ans, enfin tu vois, beaucoup trop. Tu te mets en galère, littéralement. Ouais. Moi, je me suis créé des dettes dans ces périodes-là, donc oui. Mais ça, c'est hyper classique. Si on peut éviter apprendre vite et être moins têtu le plus tôt possible. Mais tu sais, tu le vois, le pivot, c'est pas un truc où tu as certains jeunes entrepreneurs qui arrivent, tu vois, très tôt à savoir pivoter, à comprendre, ok, là, je me suis entêté pour rien. Généralement, c'est pas un point que tu as en commun, mais c'est aussi un truc que tu vois chez les entrepreneurs seniors, ceux qui ont beaucoup d'expérience. J'avais investi dans une boîte française. Un des deux cofondateurs est extrêmement connu. Je ne vais pas donner son nom parce que je n'ai pas envie de révéler mais extrêmement connu sur la place. J'avais parlé parce que je m'étais dit, ok, c'est lui. Enfin, j'ai même pas besoin de limite de regarder le deck, ça va tabasser. Ça s'est pas du tout bien passé le premier produit. Sauf que sur la même levée, il a changé 3 fois de nom, 3 pivots complètement différents. Et là, c'est en train de bien marcher, tu vois. Mais en fait, c'est là. Mais il a pivoté. Au bout de 6 mois, il voit que ça marchait pas du tout. Il a pivoté. Il a fait 2 fois. 6 mois, c'est extrêmement rapide en pivot. C'est beau le dire. C'est-à-dire que tu as. Ah ouais, mais en fait, ceci. Il voit que son truc n'accrochait pas du tout et il se rendait compte et il arrive, tu vois, il a mis en place les data et les métriques pour calculer, ok, mon truc il prend pas du tout, ça sert à rien que je m'acharne, j'ai levé X millions donc je peux tenir, tu vois, 3 ans avec cette équipe, il faut absolument que je pivote, quoi. Enfin, c'était pas 3 ans, mais j'avais été impressionné par la vitesse. À la fois, t'es impressionné et tu te dis, le mec. Là, maintenant, en rétrospective, je vois le succès, comme ça marche. Tu te dis, sur le moment, quand c'est le deuxième pivot surtout, tu vois, il rechange de nom, tu te dis, ah ouais, en fait, sa première boîte, c'était un coup de génie, mais en fait, il s'est quand même perdu, le mec. Et après, tu vois, il a fait ses 2 pivots, bam, il arrive avec une nouvelle solution. La dernière, tu dis, ah ouais, effectivement, c'est très cool. Et puis, tu regardes les chiffres et t'es là, ok, bon. Mais c'est vraiment un truc de vétéran, ça, le pivot hyper rapide. Ouais. En fait, je pense que plus le temps passe, plus tu es en capacité de réduire ce timing parce que tu fais confiance aux métriques. Et alors que tu penses que les métriques, elles vont changer quand tu débutes. Alors que les métriques, c'est les métriques. Comme tu dis, tu as l'attraction ou tu l'as pas. Si tu l'as pas après 6 mois, en effet, le plus tôt possible. Mais tu as quand même besoin d'un minimum. Je pense que tu te les fixes moins aussi. Quand tu es
quand tu es dans ta toute première boîte ou tout premier projet, tu vas avoir tendance à te dire, tu vas mettre un budget exactement comme tu as fait sur des ads, en disant, OK, j'espère que ça va donner quelque chose, mais tu te dis pas, OK, tu vois, si j'ai pas 500 users sur cette ad, tu te mets moins des métriques dures qui te font dire, OK, attends, là, nos 4 KPI, ils sont pas du tout dans le vert. Il est temps de pivoter, quoi. Et comme tu te les mets pas, tu pivotes jamais, tu restes accroché à ton deal pendant beaucoup trop longtemps. C'est un manque de... J'en parlais avec Antoine, justement, c'est un manque de planification. En fait, certes, on planifie des fois, oui, je dois faire ci, je dois faire ça, mais tu planifies pas tes KPI. Et si tu planifies pas les KPI dont tu as besoin pour savoir que c'est le moment peut-être de scaler ou à l'inverse de te concentrer sur un process ou machin, bah, tu peux pas savoir. Et tu peux pas switcher d'une action à une autre, d'un type d'acquisition à un autre si tu n'as pas les KPI. Et tu dois les planifier en effet aussi. Ça, c'est un truc que tu entends beaucoup dire les très bons VC, Jean Laroche-Brochard, etc. C'est que la plupart des équipes ne sont pas du tout assez orientées sur la data. Mais en fait, je pense que c'est vrai. Et je pense que c'est aussi une des différences entre toi, tout début de parcours entrepreneurial, et toi, au bout de 4 boîtes. C'est qu'en fait, la partie data, tu la mets en place et tu sais que ça va être tes trackers principaux. C'est ce qui te permet d'identifier, OK, je suis sur la bonne voie, je ne suis pas sur la bonne voie hyper tôt. Carrément. Je pense que c'est un des points hyper importants. Alors, ça marche très très bien sur les business. En ligne, c'est plus simple. Dans le monde réel, c'est plus probablement que ça marche bien. Enfin, j'imagine que tu vois, les entrepôts Amazon, ils ont... Oui, pour le coup. Mais je prends l'exemple, nous, du podcast studio, tu vois. Nous, on a quand même la métrique, donc déjà, évidemment, du chiffre d'affaires qui est le premier et on peut le mesurer par rapport au flux, voilà, mais on peut mesurer aussi les leads entrants de manière organique et recommandée. Et donc, en fait, le fait de... on va dire mesurer ces leads, nous on sait à quel moment il y a une traction. Par exemple là, d'un mois à un autre, on a fait x2 sur la traction parce que on commence à être un peu plus connu, donc plus de visibilité, donc plus de recommandations et donc plus de gens qui nous voient et donc à nouveau qui vont peut-être venir en client, donc qui font un lead entrant, qui vont rentrer en contact et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme c'est quelque chose de physique où les gens sur quelque chose où un marché n'est pas encore assez éduqué ne vont que très rarement passer directement à l'action sans rien demander, tu as besoin de ce contact. Et donc, en fait, nous, grâce à ce contact et grâce à ce marché qui est non éduqué, ça nous donne du KPI. Il y aurait un marché éduqué, ça aurait été l'inverse, ça aurait simplement été des ajouts au panier ou des commencements on va dire, d'entrer dans le tunnel et on aurait eu aussi la data. Mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi moyen. C'est vrai que c'est un business où toi, tu dois... Un podcast studio, comme c'est quand même... C'est... À la fois, tout le monde sait ce que c'est qu'un podcast, mais c'est un business qui est quand même assez nouveau. Je pense que tu es vraiment à un stade où il faut que ce soit des leads où tu communiques avec eux, parce qu'ils vont pas commander 4 sessions et payer sans avoir des questions. Enfin, j'imagine que c'est ça. C'est arrivé une fois. Ah, c'est arrivé. C'est arrivé une fois. Un seul client pour l'instant, en italien. Mais sinon, tous les autres, la globalité du temps, Will, qui est donc du coup notre directeur opérationnel, a eu contact avec les gens, a dû leur expliquer les process, a dû les accompagner peut-être même dans un facecam ou une préparation pour la session. Et c'est OK, mais parce que en effet, les gens n'ont pas encore conscience de ce que ça implique sur ce marché. Tu vas à Dubaï, tout le monde est éduqué sur ça. Tout le monde est éduqué parce que les premiers arrivants sur le marché ont éduqué les gens. Ouais, ils ont fait ce travail. Et après, c'est bon, ça tourne parce qu'il y a une demande qui est grandissante, il y a un besoin qui est grandissant. Ceux qui l'ont compris, ils veulent ce produit-là. Et donc, nous, on le met en face de ceux qui le voudront. Mais il y en a, ils se doutent que c'est pertinent, mais ils ne l'ont pas encore intégré et ils ont besoin de s'éduquer. Donc, on accompagne aussi là-dessus. Super intéressant. Ça, c'est quand t'es dans un... C'est hyper intéressant quand t'es dans un truc qui, en plus, est une demande qui ne fait que croître. Les podcasts, je sais pas si tu vas forcément, tu le sais forcément, mais la demande ne fait que croître. Quand t'es dans ce genre de marché, t'es très proche d'un monde en forte demande, mais c'est quand même un nouveau business, comme tu dis en Europe. C'est assez particulier parce qu'à la fois, tu dois avoir plein de leads. Ça commence, ça prend. Ça t'ajoute des leads, mais la conversion n'est pas si bonne. Ouais, c'est ça, exactement. La conversion est dure à... Et en fait, il y a ça, et il y a aussi le sujet de quand tu es sur un marché comme ça, il faut pouvoir tenir le temps que le marché devienne mature. Et en fait, je prends l'exemple des startups. Nous, on n'est pas une startup, c'est différent. On a injecté nos fonds, on assume nos potentielles pertes ou gains, on verra. Mais une startup, elle va lever des fonds, elle a des fonds qui ne sont pas les siens, et les fonds qui ne sont pas les siens, il faut qu'elle les utilise au mieux dans un laps de temps pour qu'elle devienne rentable. Ouais. Sauf que quand tu es sur un marché justement où tu es un peu trop en avance, en fait, tu tiens simplement pas avant la maturité du marché. Et donc, tu as beau essayer de l'éduquer, tu as beau permettre au marché même de s'éduquer, de devenir mature, si tu n'as pas, on va dire, la carrure ou en tout cas les fonds ou en tout cas
la structure qui te permet de tenir jusqu'à cette période-là. Tu as beaucoup de startups qui étaient partis pour être des licornes incroyables et qui sont terminées avec rien du tout. Syndrome de Vine. Voilà, c'était un peu trop tôt. Et c'est ça souvent le problème. Et donc justement, l'idée d'aller, entre guillemets, bootstrapper nous sur un marché où on savait qu'il était déjà arrivé sur d'autres secteurs géographiques dans le monde, et on sait la demande actuelle qui est grandissante, la réduction de regarder la télé, l'augmentation de regarder Netflix, l'augmentation de regarder YouTube, etc. On sait qu'on est dedans. Donc on met une offre sur un marché où on est heureusement à Lisbonne international, et où on sait que des gens qui font à Dubaï, ils peuvent aussi recorder ici, des gens qui le font en France, ils peuvent le faire ici. Donc petit à petit, on sait qu'on va prendre le marché, mais évidemment, il faut avoir les épaules pour tenir jusqu'à ce que... Ouais, il ne faut pas être sur un format de startup, parce que en plus, quand tu es pressé par les fonds, parce que tu as fait une levée, et que ton marché il est pas prêt, et que tu veux essayer de le brusquer, grosso modo, parce que ça serait ça. C'est ça. Généralement, ça donne pas des très bons résultats, ce genre de choses. Il vaut mieux pouvoir gérer un peu plus en organique, comme tu disais, financer ta boîte et pour pouvoir tenir plus longtemps, jusqu'à ce que tu atteignes le point où où ça y est, t'es instauré, tes leads ils viennent d'eux-mêmes, enfin, grosso modo, tu as gagné le combat, quoi. C'est ça. Ouais, c'est la grande difficulté, mais non, après sur un marché ici, comme on a un marché portugais et tout, je pense que ça va être intéressant, hein. Puis regarde, petit à petit, on a moyen en plus de créer des partenariats avec plusieurs structures. Tu vois, Rova, je pense qu'il y aura aussi moyen, parce que tu auras des entrepreneurs, mais tu auras peut-être des entrepreneurs pas à ce jour qui seront spécialisés sur ce qu'on fait, mais plus le temps va passer, plus tu auras des entrepreneurs qui vont venir sur ce sujet. Partenariat avec Rova, comme on a fait avec d'autres structures. Quelqu'un qui vient de telle structure, ils ont des réductions parce qu'ils viennent d'un tel. Et ça, on sait que ça va aussi très bien marcher et ça permet derrière d'avancer. Donc non, c'est la partie B2B du business. Ouais. C'est super intéressant ce que tu disais sur tu vois ce que font pas assez les jeunes entrepreneurs, et ce que j'ai vu dans mon parcours, et ce que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt, c'était, tu as regardé un truc qui marchait sur un autre marché. Tu vois, à Dubaï, les podcast studios, ça marche bien. Ouais. Et tu réappliques ça sur un marché tout en sachant que la courbe va dans ton sens. Parce que parfois, tu as un syndrome où tu as fait une bonne analyse d'un marché, tu essaies de le remettre sur un autre marché, mais en fait, tu es en plein déclin. Ouais. Typiquement, tu pourrais te dire, tu vois, un bon exemple, c'est les chèques, c'est utilisé massivement au Portugal. Ouais. Tiens, il n'y a pas assez de chèques en Pologne, ils n'utilisent pas de chèques, il faut que je fasse un business de chèques. En fait, non, parce que tu joues contre la tendance, tu vois. Exactement. Donc ton idée, elle ne marcherait pas. En revanche, un truc qui marche énormément, et c'était le modèle de beaucoup de startup studios des années 2010, notamment, comment il s'appelle, très connu, Rocket Internet, c'est tu prenais un concept qui marchait bien quelque part, typiquement e-commerce pour les chaussures, tu vois. Ouais. Je sais plus où est-ce que ça marchait bien. Je pense qu'en Allemagne, et ils l'ont relancé en Asie. Tu sais, c'était Zalando qui a été racheté par Alibaba. Ouais. Mais en gros, ce qu'ils faisaient, le modèle Rocket Internet, c'était tu prends une idée qui marche sur un marché, tu sais que c'est un marché aussi qui est porteur, c'est-à-dire, tu vois, l'e-commerce n'était qu'en croissance à ce moment-là. Donc, on n'est pas dans l'exemple du chèque, et tu le réappliques. Et pas mal de startup studios qui ont utilisé cette logique, ça a marché hyper bien pour eux. Rocket Internet, ça a marché hyper bien pour eux. Je sais que iFounder, c'est un poil différent en France parce qu'ils étaient quand même... il y avait quelques idées qui étaient inspirées, mais il y avait beaucoup d'idées qui étaient vraiment nouvelles chez eux. Mais tu as pas mal de startup studios qui ont utilisé ce truc-là. Et ce que je veux dire, c'est que j'aurais dû utiliser ce truc-là plus jeune. Et au lieu d'essayer de trouver une idée révolutionnaire, en fait, tu prends un truc qui marche quelque part, tu essaies de faire le meilleur produit possible sur ton marché, sur la même idée. Évidemment, il faut repérer un truc si ton premier projet qui est faisable sans avoir un capital à investir énorme au début. Et ça, généralement, c'est un peu plus sûr que de te lancer dans ta propre idée où tu essaies de créer un nouveau problème. Mais bon. Propre à chaque entrepreneur de trouver son idée, en tout cas, ça reste des idées qu'on avance et ici que vous pouvez utiliser, bien sûr. Mais non, je suis totalement avec toi. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. Je sais qu'en e-commerce, j'ai clairement copié des marchés qui étaient américains ou même, j'avais eu des marchés allemands, italiens et que j'ai relancé sur d'autres marchés, tu vois. Et ça n'a pas toujours marché, mais quelquefois ça a marché. Ça marche pas toujours. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, c'est de se dire, ok, même, je vais plus loin que ça, de manière globale dans le business, reprendre des choses qui marchent et même des fois faire la même chose pour prendre simplement des parts de marché. Des fois, il ne s'agit pas de faire des choses compliquées. Alors bien sûr, si tu apportes une vraie valeur ajoutée, que ce soit en termes d'identité de marque, que ce soit en termes de qualité de service, que ce soit en termes de valeur de service selon le sujet de l'entreprise, simplement reproduire et le faire un chouïa mieux, en fait, suffit à largement prendre le marché si tu as des bons process et que tu sais mettre en place de la bonne manière. Complètement d'accord. Soit tu le fais un chouïa mieux pour prendre des parts de marché, soit tu
tu fais un truc encore plus niche. Tu vois, tu prends un produit qui marche, tu fais un truc encore plus custom-made pour une toute petite verticale, et généralement, tu peux prendre des parts de marché comme ça. Mais j'en parlais avec Antoine aussi, en anglais du coup, parce que c'était sur le Scale Up Show, et du coup, je lui ai expliqué que moi, un des domaines où j'ai rentré des clients sans le vouloir, et même à la base, je voulais pas, et avec des prix élevés, en tout cas relativement élevés par rapport au marché en question, c'est sur un marché où j'étais expert de niche. Donc, j'étais pas expert de niche sur la presta, j'étais expert de niche sur le marché en question, le domaine, et parce que je maîtrisais ce domaine, je venais y intégrer les skills. Et du coup, donc c'était marketing et communication pour créer des outils, etc. Mais comme je maîtrise parfaitement ce marché-là, donc du coup, je venais intégrer les compétences de communication et marketing dans ce marché-là, et j'arrivais à rentrer des clients malgré moi. Et en fait, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, ça fait vivre une de mes entreprises justement comme ça. Et pourquoi est-ce que ça a marché dans ce sens ? Parce que comme tu l'as dit, j'ai niché une expertise par rapport à une compétence. C'est-à-dire que la compétence, c'est pas celle-là qu'on va nicher. On a la même compétence que tout le monde, on est à peu près bon comme tout le monde, c'est OK. Par contre, je l'ai niché sur un domaine où j'avais moi une vraie expertise et où je sais que l'interlocuteur que j'avais en face, il avait besoin de mon expertise pour lier les outils à ce domaine-là. Et du coup, naturellement, on a rentré des contrats, on prend des 5 000 par mois sur des sujets de communication et marketing, alors que je ne voulais pas rentrer les clients. Mais j'ai mis aussi 5 000 par mois parce que je ne voulais pas les rentrer. Je me suis dit, au moins là, j'accepte de les rentrer parce que, je rentre dans mes frais, j'ai mes marges, ça paye des employés, ça paye ci, ça paye ça. Et je peux me déléguer du temps malgré tout, même si je dois manager un peu. Mon temps est OK. Ouais, je sais. Voilà. La technique du devis trop, c'est... Si tu veux... Si un truc ne t'intéresse pas particulièrement, tu dis OK, à combien est-ce que je serais quand même prêt à ce que ça m'intéresse, et tu mets un devis très haut, et si le client est d'accord, au moment il faut être pragmatique. C'est ça. Si c'est très bien payé pour un projet qui t'intéresse moyennement, généralement tu prends quand même, surtout dans les modèles de conseil-service, c'est là où généralement tu utilises la technique du devis trop haut. Ouais, carrément. Et encore, tu vois, même le 5K, c'était vraiment la fourchette basse. Hein. C'est vraiment pour rendre service au client plus. Et en vrai, sinon, c'est des contrats à 10K et basta, quoi. Et après, nous, on a une équipe qui bosse derrière, qui leur crée du contenu, qui leur crée ce qu'il faut pour que ce soit en adéquation avec ce marché en question. Et tout le monde est content, quoi. Mais ouais, non, ça c'est assez drôle de se dire, tandis que d'autres, malheureusement, vont avoir du mal à trouver des clients, toi, parce que tu as réussi et su avoir cette expertise dans une niche bien précise, avec des compétences qui sont à côté, eh bien en fait, tu as pu avoir le bon discours face aux bonnes personnes pour leur apporter ce qu'ils ont besoin, quoi. Donc ça fait totalement la différence. Ça, c'est incroyable comme à produit équivalent. Je vois en ce moment. Oui. Tu as deux gars qui vont te créer un produit identique. Imaginons un produit SaaS dans le milieu FinTech, tu vois. Okay. Un logiciel pour classifier des transactions. Allez. Si tu essaies de vendre ça, tu es sur un marché hyper compétitif, hyper dur. Si, avant de faire ça, tu avais monté toi-même une fintech, si tu as genre un background et un réseau, pour vendre, c'est incroyablement plus simple. Ouais. Et pourtant, tu vends le même produit. Mais je le vois là, on a, dans le réseau de Lisbonne, on a quelqu'un qui vient du monde fintech et qui vend une solution. Et je pense que les gens payent autant parce qu'ils sont contents de faire affaire avec ce mec, parce qu'on sait que c'est un expert en fintech, et du coup tu peux très facilement aussi lui envoyer un petit mail pour lui demander son avis sur telle ou telle chose, et tu sais qu'il va y participer que pour la solution elle-même. Ok, tu vois, smart. Et ça, c'est intéressant tu peux aussi te dire en gros que tu peux démarrer ton parcours d'entrepreneur en étant super, tu vois, tu peux commencer en étant en CDI, créer un skill sur une niche hyper précise, et te faire, tu vois, un réseau où les gens te connaissent là-dessus, créer un produit, et en fait tu vas le vendre pas forcément parce que les gens veulent acheter ton produit, ou alors ils veulent ton produit mais veulent surtout ton expertise, et au final tu vas juste vendre plus ton produit. Et ça, c'est intéressant, comme j'ai jamais pratiqué cette méthode de vente, et la vente hyper indirecte en vérité, mais c'est super intéressant, et je vois que ça marche bien, ça peut potentiellement bien marcher. En tout cas, j'ai un exemple où ça marche très bien. Tu vois, tous les marchés. Non, mais c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un très, 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 très bon moyen de vendre. Et je vais revenir un petit peu sur toi, ton parcours. Et je vais plus aller sur le côté justement grandir par l'entrepreneuriat. Toi, quelle a été ton évolution de mentalité ? Là, je vais le dire de manière large volontairement, parce que je pense que comme tout entrepreneur, il y a eu des périodes où tu as eu envie de tout arrêter, il y a eu des périodes où tu t'es dit putain, en fait, je suis vraiment pas fait pour ça, et peut-être des périodes où ça n'avait pas à voir avec ça, mais simplement des périodes de vie qui étaient plus dures.
Est-ce que toi, justement, il y a eu des étapes qui ont été un peu game changer pour en arriver à ce que tu es humainement aujourd'hui et ta manière d'apporter dans le business aussi et ta manière de faire? Il y a eu beaucoup de changements de mentalité. Ok. Je pense que j'ai commencé l'entrepreneuriat pour 2 raisons. C'est la perspective de bosser pour quelqu'un d'autre, ça m'amusait pas. L'idée même, ça m'amusait pas. Je voulais absolument créer un truc de mes mains. Et l'autre, c'était, il y a quand même aussi une vision un peu d'indépendance financière. Je voulais monter un truc qui marche, que je fasse de mes propres mains et que je puisse vendre pour, tu vois, 35, 40 ans, entre guillemets, qu'on m'embête pas. Tu vois, que je puisse faire ma vie comme je veux. Il n'y avait pas forcément d'envie d'être particulièrement très riche, mais juste assez riche pour, si j'ai pas envie de bosser ou si j'ai envie de faire un boulot qui ne paye pas très bien mais qui m'intéresse, le faire. Tu vois, c'était vraiment cette vision d'indépendance financière. Une liberté. Ouais, exactement. C'était la liberté que je voulais. Je voulais pas un jet, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Ok. Ça, c'était vraiment le début de ma vie d'entrepreneur. Donc, je montais des projets que j'étais content de créer, mais je voulais absolument que ça rapporte assez pour en vivre. J'ai commencé par ce projet en ligne de mentorat. Puis après, j'ai fait beaucoup de freelance. Parce que, freelance et l'entrepreneuriat, c'est très très proche. Quand tu commences à vendre des services en tant que freelance, tu peux très rapidement embaucher quelqu'un parce que tu as un client de plus et en fait, ça devient une boîte en vérité. C'est ça. Et plus les années sont passées, plus cette idée de OK, je veux être indépendant financièrement, c'est quand même un peu resté, mais ça s'est effacé au profit d'un autre truc qui est OK, c'est super cool d'être à la tête d'une boîte où il y a plein d'employés. Okay. Et en fait, tu vois, l'idée c'était je veux bosser en remote complet sur ma boîte. Je veux pas je veux qu'on me laisse tranquille, je veux pas faire de support client, je veux engager tout ça a complètement changé. Où maintenant je suis une personne un peu différente où je fais des weekly avec chacun de mes employés. Tu vois, grosso modo, je suis constamment en train de parler avec des gens. Trop bien. C'est l'opposé de je veux qu'on me laisse tranquille. Tu vois. Ouais. Parce que je me suis aussi rendu compte, ok, c'est beaucoup plus marrant d'avoir une grosse équipe, c'est marrant de créer un gros bateau. Et là, je suis dans une vision où, certes, la mentalité, c'est plutôt, certes, j'aimerais bien arriver à un point d'indépendance financière, mais beaucoup plus tard, tu vois, limite peut-être quand j'aurai plusieurs enfants, enfin, tu vois, j'ai pas encore mis de point dans le temps, mais à un moment donné, mais en tout cas, pour le moment, l'idée, c'est l'inverse, c'est je monte un gros bateau, je monte une boîte, tu vois, saine, viable, beaucoup d'employés, beaucoup de départements, un truc dont tu es fier, tu vois, tu passes devant, tu vois les bureaux dans l'avenue principale de la ville, wow, ils sont beaux ces bureaux. Je suis dans cette vision maintenant. Donc j'ai vraiment changé de mentalité avec les années et je savais pas expliquer ce qui a fait que ça change. Peut-être que juste que c'était j'avais toujours les mêmes objectifs en vue, sauf que ma boîte devait grossir parce que je devais faire plus de chiffres, parce que je devais croître. Et en fait, du coup, j'avais plus de monde, j'avais plus d'humains à gérer. Et je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais. En fait, finalement, ça a changé Tu pouvais pas savoir avant. Non, je pouvais pas le savoir. Et plus c'est marrant, c'est que je suis vraiment passé de le but, c'est la destination, à genre en fait non, c'est ce que j'aime là, c'est le chemin. C'est genre ce que je monte à chaque fois, chaque nouvelle étape, on doit recruter et avoir une nouvelle couche soit de manager ou une nouvelle couche d'équipe, c'est ce que je préfère maintenant. Trop cool. Pour le moment, ouais. Ça a changé en 10 ans, ça va peut-être changer dans les 10 ans à venir. Mais c'est marrant parce que tu vois, moi j'ai pas encore géré de grosses équipes sur mes business et tu vois, je reste pour l'instant assez aligné sur le fait que dans ma tête, je n'ai pas envie de bosser en physique et d'avoir une équipe en physique, etc. Mais tant que j'y serai pas arrivé, en fait, en finalité, je saurais pas réellement. Donc, on verra déjà avec le podcast studio comment ça va donner. Si ça se trouve, quand on va avoir 3-4 employés qui vont être là, qu'on va monter à 10 parce qu'il y aura une équipe de monteurs qui sera recrutée, parce qu'il y aura une grosse demande dessus, peut-être que je vais me dire, ok, en fait, il y a quelque chose à faire. Mais pour l'instant, chaque fois que je m'associe avec des gens pour un business, j'ai cette pensée, t'as pas besoin d'être là, tu trouves quelqu'un qui sera dans tes associés, la personne qui sera là, et ok, ça se développe, et t'as pas besoin, si t'as envie d'être en vacances, t'es en vacances. Mais pour l'instant, c'est, alors que je dis ça, alors qu'en vrai, je bosse tout le temps, hein, mais bon, c'est la mentalité que j'ai aujourd'hui, mais à voir avec le temps. Parce que, en effet, je n'ai pas eu la chance de pouvoir le tester, et en tout cas en physique, en opérationnel, avec une grosse équipe, donc hâte de voir ce que ça peut donner. Mais c'est probablement pas mal de garder en tête ce truc de, à un moment, je veux pouvoir me retirer et le business va tourner. Parce qu'en gros, asset, ça te force à... Ouais, c'est ça. Tu transformes ton business plus en asset qu'en boulot. Ouais. Et ça veut aussi dire que tu as créé des mécaniques dans le business pour qu'il soit viable, même sans, tu vois, sans le management principal. Ouais.
Et probablement que c'est plus sain que d'avoir beaucoup trop de dépendance sur le... Exactement. C'est la manière de scaler une entreprise. Tu peux pas, de principe, scaler ton entreprise si tu restes indispensable. Ouais. Ou alors, sur le cadran cash flow, classique de Robert Kiyosaki, tu restes en indépendant indirectement parce que les gens ont besoin de toi. Tu passeras jamais, même si tu as les équipes, tu passeras jamais en big business qui tourne tout seul sans toi, parce que, comme tu l'as dit, les fameuses couches que toi tu kiffes recruter au fil du temps, donc qui t'automatisent petit à petit ton entreprise, toi tu aimes, mais la plupart des gens veulent rester cet intermédiaire entre les ci, les ça, et donc en fait, tant qu'ils lâchent pas cette dépendance, ils pourront jamais passer un big business. Donc en termes de scaling, en fait, tu n'as pas le choix. Tu te dois de trouver des gens qui... Tu peux, de toute façon, toi, en tant que personne, tu peux gérer... Si t'es excellent, tu peux gérer quoi? Tu vas directement 30 personnes. En vérité, oui. il est assez faible, le sweet spot, comme disent les Américains, du nombre de personnes que tu peux manager. Ouais. Ce que je lis régulièrement, c'est autour de 6-7 personnes. C'est vraiment le sweet spot. Ce qui veut dire que si toi, t'es responsable de l'équipe de développeurs, tu peux pas gérer 50 devs. En fait, tu dois en gérer 6 lead développeurs qui vont gérer eux-mêmes 6 développeurs. Exactement. Mais il faut arriver à être sur 6-7. Et effectivement, tu as des gars qui s'accrochent, qui veulent absolument gérer tous les départements. Ils finissent à avoir 30 gars à qui ils doivent parler dans la journée. Enfin, c'est pas viable. De toute façon, ces mecs généralement crament. Tu vois, ils font un burn-out où au bout d'un moment où ils sortent, ils abandonnent parce qu'ils en ont marre. Et ceux qui sont plus malins, ils recrutent des assistantes de direction et c'est good. Ouais, des assistants virtuels, Exactement. Des chefs de département. Enfin, il y a plein de techniques. Mais là, sur ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, pour les entrepreneurs qui commencent à réussir et qui ont on va dire, ce gap qui les retient, parce qu'en vrai, vu que toi, tu es moins productif parce que tu es dans des échanges qui peut-être n'ont pas sens ou peut-être qui auraient pu être évités, en fait, tu réduis ton potentiel de croissance et en fait, tu as des gens qui restent dans ce gap. Ils restent là, parce qu'en fait, ils n'ont pas su dire « Ok, je trouve quelqu'un d'autre ». Ouais, c'est un classique. Ça, tu vois énormément de boîtes en fait, qui sont super et qui s'arrêtent de scaler à un moment donné parce qu'en fait, de l'œil extérieur, tu ne le sais pas, mais c'est ça qui se passe à l'intérieur. C'est que le CEO généralement, ça va être le CEO, mais la personne en charge n'arrive pas à déléguer et la boîte n'arrive plus à scale parce qu'elle atteint un blocage. Ouais. C'est assez commun. Beaucoup plus que ce qu'on croit. Ouais, je pense aussi. Mais c'est bien, il en faut, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, bien sûr. Donc, non, moi je suis très content d'avoir aussi rencontré certains blocages aussi par rapport à tout ça pour arriver à ces étapes d'automatisation et qui font qu'aujourd'hui, certaines entreprises peuvent tourner, que je sois là ou que je sois pas là. Et après, c'est aussi parce que je me centre sur des produits où à terme, de toute façon, je n'ai pas besoin d'être là. Il faut que ça puisse tourner, que je sois là ou que je sois pas là, quoi. Tu parlais de changement de mentalité. En fait, j'étais en train de réfléchir en même temps. Et je me disais, le fait aussi que l'humain soit devenu aussi important, c'est quand tu montes ton business, tu vois, qui était complètement opposé avec ma mentalité au début de ma carrière d'entrepreneur, c'est que les énormes claques que tu vas te prendre en entrepreneuriat, parce que tu prends vraiment, enfin, tu sais, tu peux prendre des énormes... Tu les vis avec des gens aussi, tu les vis avec tes cofondateurs, tu les vis avec tes équipes, et tu as besoin, la même baffe tout seul, enfin, tu t'en prends une, moi j'en ai une en tête, qui est très simple, c'est Vibe, on avait levé 2 millions pour construire un premier produit. On obtient une licence en Angleterre, donc qui est délivrée par la FCA, qui nous permet d'avoir des cartes et tout. Sauf que c'était en période de Brexit et qu'il devait y avoir, tu sais, 1 an pendant lequel toutes les fintechs qui bossaient et qui étaient agréés FCA avaient 1 an pour transformer leur licence, obtenir une licence en France et continuer leurs opérations sans être impactés. Nous, on avait construit tout notre produit, on avait cette licence, on était prêt à être live, on avait produit nos premières cartes qui étaient dans l'entrepôt prêt à être envoyées. Et en fait, il y a une communication de la CPR du régulateur français qui a dit non, en fait, finalement, là, on est sur un mécanique de hard Brexit. Ce qui a été décidé, c'est qu'aucune des licences anglaises délivrées par la FCA n'est valide en France. Donc, si vous avez une licence FCA, vous ne pouvez pas commencer les opérations. Donc, ça a tué quelques business en France. Ça avait tué une néobanque qui s'appelait Bling, je crois. Bink, qui était tué du jour au lendemain parce qu'eux étaient déjà en opération. Et nous, ça nous a pas tué dans le sens où on n'était pas en opération, donc on devait faire fermer les comptes ou bloquer. On n'a juste pas pu envoyer de carte. Du jour au lendemain, on était tout prêt, plus rien. Donc là, tu te prends une énorme tarte, tu vas forcément dans le bar avec tes cofondateurs, tu t'assois, tu te prends un verre, t'es là, ok, on fait quoi les gars, on s'arrête ou on continue 100% sûr, si j'avais été tout seul en fondateur, je me serais arrêté à ce moment-là. En gros, on avait cramé 75% de première levée. On ne pouvait pas, on n'avait pas assez de fonds.
sur 2 millions, on avait cramé 1,5 million probablement. On n'avait pas assez de fonds pour refaire le processus de licence. Il y avait des mois, on avait déjà recruté une équipe. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est se remotiver tous, aller recontacter nos investisseurs historiques, leur redemander de mettre la même somme, parce qu'on avait besoin de la même somme pour refaire le processus en France, pour pouvoir être live. Ce qu'on a fait, hein. On a réussi à le faire et tout, mais du coup, on avait été prêt, on avait mis 1 an à être prêt, et au final, on a pu être live au bout de 2 ans, tu vois. Ouais. 1 an, c'est long. Quand tu vas sur un projet que tu n'as pas encore de clients, et que tu as recruté des gars, et que tu vois que le cash en banque de ta levée, il réduit. Et ça, c'était une immense claque. Et je pense que dans le changement de mentalité, il y a aussi beaucoup ce truc-là de m'être rendu compte l'importance de l'humain dans ta boîte et à quel point ça... à quel point c'est ça que tu cherches, tu vois. Ce qui est marrant dans l'entrepreneuriat, c'est certes de monter un projet, d'essayer d'avoir un truc rentable, de gagner de l'argent aussi. Mais en fait, ce qui est super marrant, c'est de bosser avec tes cofondateurs, tu vois. Ouais. Il faut... je sais que YC, ils disent un truc avec leurs cofondateurs. Je l'avais entendu sur un podcast de Finari, de Mounir Lagoun, où il dit, YC, quand tu arrives et que tu es pris dans le batch, donc pour ceux qui savent pas, c'est considéré comme le meilleur incubateur au monde, Y Combinator, ils te disent, ok, regardez vos cofondateurs à droite à gauche, dites-vous que si vous voulez monter une très grosse boîte, un vrai gros projet, vous allez passer 10 ans avec ce mec-là. Donc, pas mal. Est-ce que vous êtes prêt à passer 10 ans avec lui? Posez-vous la question maintenant parce que vous êtes au tout début et c'est maintenant que vous devez vous le poser. Alors évidemment, parce que Y Combinator, l'ambition et les boîtes qui en sortent, c'est des Dropbox, Facebook, tout ça, Reddit, ils sont tous passés par Y Combinator. Alors. Donc c'est des énormes trucs. Ouais. Donc si tu veux un énorme truc de cette taille, oui, tu vas passer 10 ans avec ton cofondateur. Et mais voilà, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ces expériences, y compris ces moments, alors en rétrospective, sur le moment où je n'étais pas prêt, quand on nous a refusé la licence, mais c'est l'humain, c'est le côté d'avoir pris une grosse claque ensemble et de s'être remotivé, quoi. Et je pense en entrepreneuriat, des claques, t'en prends toujours, mais le fait de bien t'entourer et d'être avec des gens qui sont résilients aussi, parce qu'il faut l'être, ça, c'est clé, quoi. Il faut pas monter un projet seul. Enfin, parce que même si t'as tous les talents dans plein de domaines, une claque comme ça, si t'as personne pour se motiver avec toi, tu vas avoir tendance à abandonner. Ouais, c'est vrai. C'est plus simple d'abandonner seul. Non, mais t'as raison, parce que là, je repense à certains projets aussi, moi, que je peux avoir sur un sujet X ou Y, par nature, dès lors que t'as pas les personnes qui sont combatives avec toi, même si toi, tu peux l'être, hein, moi, je le suis à une certaine mesure quand même, tu vas en fait simplement laisser. Tu vois, c'est pas nécessairement tu vas abandonner, tu vas juste le laisser et tu vas pas t'y impliquer autant que tu ne devrais pour peut-être essayer de sauver le bateau ou de faire en sorte que ce bateau puisse repartir ou même que ce bateau devienne un nouveau bateau. Mais par nature, tu vas le laisser. C'est le côté un peu, je me replie un peu, peut-être un peu trop, et j'attends de voir ce qui se passe. Mais sauf que ça, c'est parce que tu es en train d'encaisser, et en fait, c'est ça, quand tu te bats surtout pour les autres à ce moment-là, parce que toi, t'es sous pied, t'es complètement KO, quoi. Mais comme tu as d'autres personnes, ça te drive, ça te motive, et tu cherches des solutions, et tu les trouves, quoi. Donc, ça, complètement. Donc, état d'esprit qui a évolué. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a une vision d'un pote qui disait ça, Amine. Alors, je sais pas si lui avait tiré ça de quelqu'un ou pas, mais en tout cas, moi, c'est de lui que je l'ai entendu. Et il donnait la vision. T'as l'entrepreneur, t'as deux types d'entrepreneurs. T'as l'entrepreneur lifestyler, donc qui, lui, va chercher plus la liberté, va chercher un business qui va tourner assez pour qu'il puisse vivre comme il a envie, etc. Et t'as l'empire builder. Le mec qui vise vraiment à construire quelque chose de solide et qui va prendre non pas plaisir comme le lifestyler, à profiter de la vie simplement, etc., mais qui va prendre plaisir à construire et à ce chemin, entre guillemets. Donc, le lifestyler va avoir tendance à ne pas avoir nécessité à construire un big business, en fait, parce que c'est pas sa mentalité et c'est pas comme ça qu'il fonctionne, même si, par chance, peut-être certains l'ont fait et, en fait, ont très vite automatisé, délégué et hop, ils sont passés à autre chose. Tandis que l'empire builder, il va vraiment être dans une mentalité de j'ai créé mon entreprise, je kiffe le process, donc comme tu le fais toi aussi aujourd'hui, de recruter les équipes, d'accompagner, de donner vie encore plus à ce projet, et derrière, évidemment, à faire en sorte que ça surperforme, mais c'est quelqu'un qui va continuer à travailler en général pendant des années, qui n'aura pas un tempérament de rentier, mais plus un tempérament vraiment de hard worker, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Enfin, c'est vraiment les deux typologies que tu vois. Et généralement, ça change pas. Enfin, j'ai pas connu d'entrepreneur qui était d'une catégorie ou de l'autre qui est passé de l'autre côté. Ouais. Ou alors, ils se connaissaient peut-être pas assez.
Et donc, dans ce cas-là, ils pensaient être d'une, parce que tu en as beaucoup qui se convainquent et qui font des burn-out, justement, et qui pensent être des empire builders. Pas du tout. Ils ont juste pas compris qu'ils peuvent être lifestylers, sauf qu'ils n'ont pas créé quelque chose qui leur permet d'être lifestylers non plus. Peut-être. Voilà, c'est des étapes. Probablement, mais mais généralement, ça change peu. En tout cas, j'ai jamais vu un lifestyler d'un seul coup se dire, ok, maintenant je vais monter un truc. Mais je pense pas avoir vu de changement des deux côtés. Ce qui est marrant, c'est que tu as des villes qui sont... En gros, plus tu es au soleil dans un cadre de vie agréable, Lisbonne par exemple, plus tu vas avoir tendance à attirer une catégorie. Ouais. Je dis pas que tu n'as pas les deux, ici tu as les deux, mais tu as beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont... c'est du lifestyle business, où le but, c'est de gagner assez pour vivre bien, mais tu n'as aucun objectif de monter une boîte du CAC 40, quoi. Tu veux pas monter exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Par contre, tu as des gens qui souvent sont sur des big business, donc qui sont des empire builders ailleurs, pas ici, mais qui viennent ici, vivre ici pour essayer de trouver la balance. Parce qu'ils ne sont pas des lifestylers par nature. Donc, ils aiment travailler, mais ils ont besoin d'avoir un cadre, souvent pour la famille, pour madame, pour les enfants, pour peu importe, qui fait qu'ils viennent chercher ce cadre-là. Parce que si ça tenait qu'à eux, ces empire builders, c'est des mecs, tu les mets à bosser de 6h du matin à minuit, ils tiennent comme ça 10 ans. Parce qu'ils adorent ça, tu vois. Bon, il y a une certaine échelle, bien sûr. Mais à l'opposé, le lifestyler, lui, il n'aura pas plaisir à ça. Et donc, en fait, comme lui, l'empire builder, a besoin d'avoir une équipe de vie pour maintenir sa vie de famille, pour avoir un peu de bonheur aussi dans des choses peut-être différentes et rester aligné pour être performant toujours dans le business, souvent, en fait, ils viennent aussi dans des lieux un peu comme on a ici pour trouver cet équilibre, quoi. C'est trop drôle. J'étais à une soirée il n'y a pas longtemps. Je croise quelqu'un qui m'explique qu'il est venu à Lisbonne pour cette raison. En gros, il avait un gros groupe média en Europe. 37 ans, il fait un énorme burn-out, il fait un AVC. Enfin, il s'était mis une pression, t'imagines, de malade. À 37 ans, c'est un âge où tu ne fais pas d'AVC. Ou t'en fais peu, en tout cas. Non, t'en fais pas. On leur souhaite. On vous en souhaite. Il vient au Portugal avec sa femme et ses enfants pour passer plus de temps avec ses enfants, beaucoup moins bosser, vivre la belle vie ici. Et il me dit, bon, ça c'était le plan initial, parce que maintenant j'ai racheté 3 restos. Pour gérer 3 restos. Resto, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre des business les plus durs et là où tu bosses le plus. En termes d'horaire, non, c'est monstrueux. C'est hyper dur. Et les rentas sont pas folles. Il n'arrivait pas, tu sais, je pense qu'il arrivait là, il s'est dit, il a dû voir quelques sur la plage, des trucs qui lui plaisaient, il s'est dit non mais attends, je peux faire mieux. Et bam, il est revenu dans le jeu, tu vois, c'est typiquement ça, c'est le hard workout où le gars ne peut pas s'empêcher, malgré la situation, même en venant ici à Lisbonne, de bosser comme un dingue et de monter des business hyper durs. Ça m'a fait trop rire. C'est très à l'image. C'est très à l'image de l'empire builder, vraiment. Hein, je pense que c'est ça. Il m'a fait bien marrer en tout cas. Et donc du coup, quelqu'un qui est en place sur des restos. Tu vois, comme quoi, tu peux passer d'un domaine à un autre. Et ça, c'est la force de l'entrepreneur aussi. Hein. Tu peux passer d'un domaine à un autre tant que tu as les compétences et que tu as envie, en fait. C'est vrai que c'est hyper... Le passage de médias, alors je crois que c'était un groupe média en ligne, mais du coup très, tu vois, e-commerce et en ligne, à complètement physique, et tu fais pas plus physique qu'un resto, ou au moins que tu fasses de la logistique, c'est les business, on va dire, les plus physiques. C'est parce que t'as quand même t'as pas mal de skills qui sont présents dans les deux, les capacités à avoir une profit and loss, ton PNL sheet, tes levées de fonds, tous ces trucs là, le management, tout ça, c'est les mêmes skills, mais après t'es quand même sur des business très différents. Et puis les process en restauration, surtout pour en avoir 3, c'est que tu arrives vraiment sur des process que tu limites franchise. Donc c'est vraiment des process poussés. Donc lui, il a dû appliquer quand même des très bonnes méthodes de gestion d'entreprise et de scaling à un business qui est un peu plus classique de restaurant, quoi. Donc, vraiment bon. Mais ça marche bien. J'ai l'impression que ces process de start-up ou de business moderne, si tu essaies de les appliquer à un resto, ça peut très très bien marcher. Je suppose que c'est un peu ce que font tu vois, tous ces groupes, comme je sais plus comment ils s'appellent en France, t'as un énorme groupe de restos hyper connus ou qui sont très orientés start-up. Je pense qu'ils ont des process de start-up au sein du groupe. En fait, par nature, le process de start-up, en général, tu les as parce que tu prépares un scaling. La startup, c'est avant le scaling. Donc, comme tu prépares ton scaling, tu te dois avoir un process, sinon tu peux pas scaler parce que tu n'auras pas ce qu'il te faut, tu n'auras pas les outils, les façons de faire et pour les équipes que tu vas recruter, etc. Et pour optimiser tout ce que tu as au sein de ta société. Donc, si en effet, tu penses process quand tu crées peu importe quel business en vrai physique, comme nous par exemple au studio, petit à petit on est en train de mettre en place les process, eh bien tu anticipes le développement de recrutement et donc ça te permet d'optimiser
tous les canaux que tu peux avoir au sein d'une entreprise, tous les départements comme toi tu as. Alors aujourd'hui, nous, à notre échelle, on n'est pas des départements, mais tous les canaux qu'on peut avoir et faire en sorte que chaque canal soit optimisé au petit détail près pour que le process, il est là, mais il va changer au fur et à mesure, mais il sera de plus en plus qualitatif pour gagner du temps, gagner de l'énergie. C'est ça. En fait, quand tu crées tes process, tu anticipes la croissance à venir. En fait, Exactement. Tu corriges un peu le bazar actuel, l'idée c'est que ça soit pas trop le bordel, mais surtout tu te dis ok, là j'ai 10 clients, imagine comment ça va être quand je vais en avoir 100, donc en fait tu prépares tes process pour pas avoir 10 fois plus de problèmes quand tu as 10 fois plus de clients. C'est ça, surtout quand tu as un business qui marche, c'est con de pas le faire. En fait, tu te tues juste parce que ton mec il est full occupé, parce qu'il est mal géré et parce que c'est pas de sa faute, tu lui as pas donné les bons outils. Donc donne-lui les bons outils et il va aller miner comme il faut. Donc carrément. Mais tiens, ça me fait penser, je parlais miner aujourd'hui, là on a eu encore dingueries sur le Bitcoin, un peu fou ce marché crypto. Incroyable. Et je vois qu'on est sur la fin, donc en fait je vais pas nécessairement parler crypto. Non, on va pas parler crypto aujourd'hui. Non, on va pas Trop court. Trop court et je nous connais, on va partir après. Et voilà. Surtout avec les événements récents. Surtout avec les événements récents. En tout cas, c'est un marché qui bouge un peu. Mais non, si tu devais donner un conseil là tout de suite pour des gens qui justement soit se lancent dans l'entrepreneuriat, soit avancent un petit peu dans l'entrepreneuriat et veulent arriver peut-être un jour à une étape d'une entreprise où ils ont, je sais pas, 40, 70, 100, 200 personnes. Bon, toi, t'en es à l'étape où t'en es à 70. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là? Là, ça va être un conseil qui est vraiment pour l'entrée. Quand tu commences dans ton parcours entrepreneurial, je dirais que les choses les plus importantes, c'est ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Le premier projet, il faut prendre un produit qui, comme tu disais, qui existe déjà ou qui existe déjà sur un autre marché. Donc tu sais que les gens sont prêts à payer pour ce produit et tu essaies de juste de faire la meilleure version que tu peux. Tu vois, tu prends un problème simple que tu essaies de résoudre avec une qualité hors norme. Tu vois, tu mets toute ton énergie pour faire un super produit d'un problème tout petit où il y a déjà un marché. Juste ça, tu vas apprendre incroyablement beaucoup de choses et tu vas aussi dérisquer ton business parce que tu sais qu'il a déjà un potentiel ailleurs. Je dirais juste commence comme ça. Soit commence par du freelance et tu essaies de croître ton activité freelance, soit tu commences par prendre ce genre de projet. Faut pas, sur le premier projet, faire l'erreur classique de tout le monde de prendre un projet beaucoup trop ambitieux ou t'as beaucoup... Bon, je vais pas en parler, mais c'est trop long, mais il y a beaucoup de syndrome dans les développeurs de jeux vidéo indépendants. Oui. Leur premier, tu sais, chaque fois, ils essaient de faire, ok, je vais faire un MMORPG avec un écosystème complet d'achat, 3 continents. Voilà. Et ce genre de trucs ne sortent jamais, généralement. Non. Et les mecs, ils passent leur vie dessus. T'as un cas où c'est vraiment sorti, et il avait retiré le multijoueur, il s'appelle Kenshi, il a passé 12 ans dessus, ça finit par être un succès, mais tu sais, c'est l'exception. La pépite qui sort du lot, quoi. Qui n'arrive jamais. De la même manière que sur ton premier jeu, en fait, tu fais un truc avec un tout petit scope, jeu solo, limite avec des graphiques voxels, enfin tu vois, tu fais un truc très simple. De la même manière que tu ferais sur une startup, faut vraiment viser petit sur le scope du premier business. Honnêtement, je pense que c'est clé. Ça veut pas dire que ton troisième business, ou dans 10 ans, tu vas pas monter un truc énorme, mais la bonne manière d'apprendre, c'est comme ça. Je pense. D'accord. Si je prends du recul aussi, pareil avec mes business, j'ai commencé avec des petits sujets, une petite agence de com à l'échelle locale, puis après on est passé sur des sujets un peu plus larges. Et je pense que tu as raison, plus tu commences petit au début et donc tu te rends compte des erreurs qui sont pas si graves et des possibilités que tu peux avoir en face, plus tu auras facilité à refaire à nouveau le process, mais pour quelque chose d'un peu plus gros derrière. Exactement. Ouais. Et tous tes learnings, tous tes apprentissages, tu les auras déjà en place. Donc en fait, tu peux, comme tu es armé de nouveaux savoirs, tu peux t'affronter à un problème plus important. Carrément. Super. Merci Maxence. Merci Jérôme. Ça a été encore un plaisir. Et écoutez les amis, on est à la fin de ce podcast. On a eu Maxence là qui nous a parlé de pas mal de choses quand même. Il nous a parlé vraiment tant au niveau perso, au niveau vraiment business et vraiment des sujets qui m'ont plu encore aujourd'hui. Donc, je te remercie pour ça. Merci. Et l'équipe, on se dit à très vite. En tout cas, si ce podcast vous a plu, je vous laisse laisser en commentaire évidemment ce qui vous a plu, tout comme ce qui ne vous a pas plu. C'est comme ça qu'on avance. Et on se dit à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao l'équipe.